Ah, le faucon pèlerin, c'est vraiment un oiseau de tous les superlatifs. Son histoire, c'est une saga incroyable de survie et de rétablissement. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce récit. Oui, c'est une véritable icône. On parle quand même de l'animal le plus rapide du monde. Ses plongeons, à plus de 320 km/h, c'est juste spectaculaire. Ça lui donne une place vraiment à part dans le règne animal. Et pourtant, derrière cette image de puissance absolue, il y a une histoire bien plus sombre. Il y a à peine 50 ans, il a failli disparaître. Pour de bon. C'est ce contraste saisissant entre sa force et sa fragilité qui est au cœur de notre histoire. Alors comment a-t-on pu en arriver là? Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger la situation d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. On va suivre le parcours semé d'embûches de ce rapace, du bord du gouffre jusqu'à son incroyable comeback. Alors revenons aux années 70. La situation est catastrophique. La population s'effondre. La cause principale, on la connaît bien maintenant. C'était le DDT, ce fameux pesticide. Il rendait les coquilles d'œufs si fines qu'elles cassaient sous le poids des parents. Un vrai désastre. Heureusement, en 1972, tout change. Le DDT est interdit aux États-Unis. Et ça a été le véritable point de départ de son sauvetage. Tellement bien qu'à la fin des années 90, on a pu le retirer de la liste des espèces menacées. Une victoire incroyable pour la conservation. Mais voilà, ce succès, aussi fantastique soit-il, amène de toutes nouvelles questions. C'est un peu le paradoxe. Quand une espèce va bien, comment est-ce qu'on la gère? Et c'est là qu'on arrive au débat d'aujourd'hui, qui tourne autour de la fauconnaie. En gros, voilà le truc. Les populations de faucons se portent tellement bien que les fauconniers, ainsi que certaines agences de la faune, ont commencé à se demander si les règles super strictes, mises en place quand l'espèce était au plus mal, étaient encore justifiées. Est-ce qu'on ne pourrait pas assouplir un peu tout ça? C'est ce qu'on appelle un problème de riche en quelque sorte. Comment on gère le succès? Juste pour être bien clair sur les termes, parce que c'est important, quand on va parler de prélèvement ou de capture, attention, on ne parle pas de chasse, il s'agit de capturer des jeunes faucons dans la nature pour les utiliser ensuite en fauconnerie. Et c'est précisément ça, le cœur du débat de gestion. Alors, pour pouvoir répondre à cette question de manière rigoureuse, les scientifiques ne pouvaient pas y aller au hasard. Ils ont mis en place une approche très structurée. En gros, ils ont découpé l'Amérique du Nord en deux grandes populations distinctes pour mieux les gérer. Un découpage qui n'est pas arbitraire, bien sûr, il est basé sur la biologie même des oiseaux. Et cette distinction, elle est super importante. On a la population du Nord, ce sont les grands voyageurs, de vrais migrateurs. Et puis, au Sud, on a des faucons beaucoup plus casaniers, plus sédentaires. Forcément, ces deux groupes n'ont pas du tout les mêmes modes de vie, les mêmes dynamiques de population, ni les mêmes fragilités. On ne peut pas les gérer de la même façon. Ok, donc on a deux populations. Mais concrètement, comment on fait pour savoir combien ils sont et s'ils vont bien? Comment on compte des faucons sur tout un continent? C'est là que la science et les modèles statistiques un peu complexes entrent en jeu. La question est fascinante, n'est-ce pas? Évidemment, on ne peut pas aller les compter un par un. Il faut être un peu plus malin que ça. La solution, c'est ce qu'on appelle un modèle de population intégré, ou MPI. Pour faire simple, c'est un peu comme faire des prévisions financières, mais pour des faucons. Au lieu de suivre des euros ou des dollars, le modèle mouline tout un tas de données biologiques, la survie, la reproduction, etc., pour nous donner une image globale et robuste de la santé de la population. Et ce modèle, il a besoin d'ingrédients, de données. Il en combine principalement trois types. D'abord, les données de bagage. Quand on retrouve un oiseau bagué, ça nous donne des infos cruciales sur sa survie. Ensuite, il y a la surveillance des nids. Des équipes sur le terrain vont voir combien de jeunes faucons arrivent à prendre leur envol chaque année. Et enfin, on a les grands recensements, notamment pendant les migrations, qui nous donnent les grandes tendances. On mélange tout ça dans le modèle et hop, on obtient une vision complète. Alors, le verdict, qu'est-ce que ce super modèle nous a appris? C'est le moment de regarder les résultats, parce que c'est ça qui va vraiment guider les décisions pour l'avenir. Et les premiers chiffres, ils sont assez parlants. Regardez un peu, la population du Nord est immense, près de 10 fois plus grande que celle du Sud. On parle de quasiment 95 000 oiseaux au Nord contre un peu moins de 10 000 au Sud. Cette différence d'échelle, c'est évidemment un élément super important à prendre en compte. Mais attention, la taille ne dit pas tout. L'étude a révélé des choses vraiment intéressantes. Par exemple, les jeunes du Nord ont plus de chances de survivre à leur première année. À l'inverse, les adultes du Sud vivent plus longtemps et ont plus de petits. En fait, chaque population a sa propre stratégie, sa propre dynamique. C'est fascinant. Mais la conclusion générale, le message à retenir, il est limpide. Et surtout, il est très positif. C'est que les deux populations, malgré leurs différences, sont en excellente santé. Elles sont toutes les deux en croissance.
C'est la confirmation, noir sur blanc, que les efforts de conservation ont payé. C'est un succès, un vrai. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Super, les faucons vont bien. Et maintenant, on fait quoi? Comment on passe de ces superbes données scientifiques à des règles de gestion concrètes sur le terrain? Eh bien, l'idée qui est sur la table, c'est de normaliser la gestion du faucon pèlerin. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement d'appliquer la même règle que pour la plupart des autres rapaces, autoriser un prélèvement pour la fauconnerie qui ne dépasse pas 5% du nombre de jeunes nés dans l'année. C'est une sorte de règle de gestion durable. Pour bien voir la différence, il faut savoir qu'aujourd'hui, le quota total autorisé aux États-Unis est d'environ 309 oiseaux par an. Ça, c'est notre point de départ. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce quota n'est même pas atteint. Loin de là. En moyenne, les fauconniers ne prélèvent même pas la moitié de ce qui est autorisé. La demande est donc bien plus faible que l'offre actuelle, ce qui montre déjà qu'il y a de la marge. Et maintenant, le chiffre choc, celui que le modèle nous a permis de calculer. Si on appliquait cette fameuse règle des 5%, on pourrait prélever de manière durable jusqu'à presque 1500 jeunes faucons par an. Comparez ça aux 309 autorisés aujourd'hui. C'est 5 fois plus, et c'est presque 10 fois plus que ce qui est réellement prélevé. Le message est clair, la population est plus que robuste pour supporter un tel prélèvement. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ouvre les vannes sans réfléchir. Le rapport est très clair là-dessus. Il recommande une approche prudente. Il faut continuer à surveiller les populations tous les 5 ans, s'assurer que les prélèvements sont bien répartis sur le territoire pour ne pas fragiliser une zone en particulier. Et surtout, il faut continuer à soutenir tout ce travail de suivi. Finalement, l'histoire du faucon pèlerin, c'est un véritable triomphe. On est passé d'une question de survie à un débat sur la gestion de l'abondance. C'est un luxe, en quelque sorte. C'est la preuve que la science et les efforts de conservation peuvent accomplir des miracles. La grande question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir comment sauver le faucon pèlerin, mais plutôt comment gère-t-on au mieux un tel succès.